Niché au milieu de certains des plus hauts sommets de l'Himalaya, le Népal est une destination populaire pour les touristes ainsi que ceux en quête de spiritualité. Des centaines de milliers de marcheurs parcourent des itinéraires qui traversent des champs verdoyants, des villages de moyenne montagne ou des circuits de haute randonnée. Pour tous ceux à la recherche de paix et de calme dans leur vie, le Népal pourrait être leur dernière étape. Les dieux tutoyant ces montagnes sont toujours là pour prendre soin d'une des populations les plus religieuses et les plus spirituelles au monde. Calmes, satisfaits de leur sort, jamais pressés, aux yeux des Occidentaux, le monde semble s'être arrêté devant cette nonchalance bienheureuse. Dans la société népalaise, la relation entre la spiritualité et la religion est très forte. Le Népal compte d'innombrables temples remplis de milliers de dieux. Le culte de la nature fait partie intégrante de la société. Chacun pense que la croyance en une conscience supérieure leur permettra d'atteindre le nirvana tant recherché. D'autre part, pour l'ensemble des Népalais, vivre sa vie sans mensonge ou tromperie représente déjà une vie spirituelle. Des centaines de festivals se déroulent tout au long de l'année, aidant chaque famille à se retrouver. Ils offrent également de nombreuses possibilités à tous de se rapprocher d'un être supérieur. Ils fournissent l'occasion d'évacuer leurs frustrations, de partager leurs rancœurs avec leur famille, leur apportant le courage de surpasser leurs peurs les plus profondes et les plus noires pour les partager avec leurs proches. Il est doublement réconfortant de savoir que vous pouvez soumettre vos souhaits et vos rêves à vos dieux et qu'un être supérieur est toujours là pour guérir vos peines et prendre soin de vous. Malheureusement, comme partout ailleurs dans le monde, le Népal a également été affecté par des changements planétaires qui se sont produits. La dégradation de l'environnement, la perte de la qualité de la nourriture, l'utilisation massive de pesticides, le stress et les tensions dues au travail ont créé disharmonie et souffrance dans la vie des Népalais et dans celle des Occidentaux. Bonjour, je m'appelle Joyline. Je suis suisse, de Genève. Et je travaillais à l'époque dans un bureau, dans un travail, on va dire, assez administratif, où je passais 8 heures par jour assise devant mon ordinateur. Et voilà, il y a de ça 1 an que j'ai quitté mon travail pour partir en voyage. Parce que ça faisait 3 ans que je travaillais comme tous les jours, sans vraiment trouver satisfaction dans ce que je faisais et sans vraiment trouver du sens dans ma vie. Donc j'ai décidé de faire un changement, de changer quelque chose pour essayer de me retrouver. Parce qu'au final, ce que je faisais en Suisse, c'était principalement fuir. Je passais ma semaine à travailler et le week-end, sortir, boire, faire la fête. Et à la longue, c'est pas satisfaisant. Enfin, ça me satisfaisait pas. Et donc,
Donc voilà, ce besoin fort de changement, de me retrouver. Et le voyage a été pour moi quelque part une solution. Et donc c'est vraiment à la fin de mon voyage, de 9 mois de baroudage, que j'ai terminé avec le Népal. Et là j'ai eu mes premiers pas dans la méditation, on va dire. J'ai commencé par Osho, puis ensuite j'ai fait un cours de 10 jours Vipassana. Et au sortir de ces 10 jours de Vipassana, je sentais c'était quelque chose qui allait pouvoir m'apporter beaucoup, mais qui me demandait beaucoup d'investissement, c'est-à-dire 2 heures de méditation par jour. Donc voilà, je repartais avec une expérience magnifique, mais toujours avec la soif de découverte. Et toujours avec, visiblement, un problème, donc, une gorge serrée, l'esprit qui part souvent dans des endroits négatifs. Enfin, c'était pas encore ça. J'avais pas encore trouvé ce qui allait me permettre vraiment de rester en moi. Donc voilà, je suis sortie de ce Vipassana et bim, qu'est-ce que je réalise? Une amie à moi, avec qui j'avais vécu à l'époque, se trouvait à Katmandou. Et cette amie-là faisait depuis quelques jours déjà des traitements dans le centre de bol tibétain de Chaitanya Shri. Et elle était transformée. Donc voilà, elle me disait viens faire des bols, viens tenter cette expérience. Et moi j'étais très très sceptique. Je ne voyais pas comment on pouvait arriver à quoi que ce soit avec un traitement pareil. Mais bon, la curiosité m'a quand même amenée à tenter l'expérience. La magie des bols tibétains réside aussi dans le mystère de leur histoire. Difficile en effet de connaître exactement leur origine. La théorie la plus communément admise attribue leur utilisation à des chamans de l'ethnie Bon il y a plus de 4000 ans. On peut voir également certaines statues de Bouddha portant déjà un bol tibétain il y a plus de 2500 ans. Employés au début pour se nourrir, ils servirent à la préparation des plantes médicinales par les chamans, mais aussi par les moines bouddhistes médecins. Plus difficile de savoir quand ils furent utilisés pour un travail vibratoire, mais sans doute plus récemment. Leur efficacité attire de plus en plus d'Occidentaux, subissant au jour le jour une vie toujours plus stressante. Namasté. Je m'appelle Chatendra Shri. Je suis sonothérapeute et guérisseur. Je suis né dans un petit village, Panoti, au Népal. C'est un lieu sacré et spirituel. J'ai grandi plus particulièrement avec mon grand-père. C'était une chance de grandir dans cette famille très spirituelle. Tous les membres de la famille étaient très spirituels. Mon grand-père était un naturopathe, un guérisseur qui travaille avec les plantes. J'allais avec lui dans la forêt et dans les montagnes pour trouver des plantes de différentes sortes. J'avais tout le temps devant moi pour découvrir ce bel enseignement. Pour apprendre à travailler avec les plantes et la nature, et pour découvrir ce magnifique processus de guérison naturelle. J'étais un petit enfant.
mais aspirait à être comme mon grand-père. Il était une belle inspiration pour moi quand je le voyais avec les plantes. Je me disais, quand je serai grand, je serai comme lui. Parce que tout le monde le connaissait et le respectait pour l'aide qu'il apportait. Quand il préparait les plantes, je regardais, j'observais ce qu'il faisait. Je n'étais qu'un petit garçon, mais j'étais très curieux. Je lui demandais toujours le sens de ce qu'il faisait. Il en était irrité, mais je demandais encore et encore. Et puis, il avait ces bols, qui étaient métalliques. J'aimais particulièrement les sons qu'il créait. J'allais le voir, je le perturbais parfois. Pas seulement pour connaître les herbes, mais aussi pour connaître ce son qui était très beau. Ce sont particulièrement les femmes qui vont au temple pour les prières et les offrandes, et pour demander une bonne santé pour toute la famille. Nous y allions avec ma mère chaque dimanche pour les offrandes. J'étais tout le temps devant pour les porter. Mais mon intention était avant tout d'aller au temple pour jouer, en particulier avec la cloche. C'est ce que je préférais, parce qu'elle avait un son magnifique. À chaque visite au temple, la première chose que je faisais était de donner les offrandes à ma mère et rapidement courir vers la cloche pour la faire résonner. C'était une grosse cloche. Je mettais ma tête à l'intérieur. Je frappais la cloche et ça donnait un son vraiment très puissant. Sentir les vibrations entrer en moi me détendait, m'apaisait et me donnait envie de jouer davantage. C'était une première expérience vraiment très forte. Et bien sûr, j'ai eu le droit à un diagnostic, des lieux sur lesquels il fallait que je travaille. Et j'ai évidemment eu envie de continuer. Donc, on a continué comme ça les traitements sur les différents chakras qui avaient besoin d'être réactivés ou calmés.
expérience unique et ouais, une envie d'y revenir et de continuer à explorer parce que finalement c'était une exploration mais l'expérience ne se répète pas. Et voilà, retenter le voyage, une envie de retenter le voyage une seconde fois. Donc, j'ai eu un traitement pour chacun de mes chakras et chaque traitement a été une expérience différente. Donc chaque chakra est relié à certaines qualités, à certaines émotions, à certains aspects de la vie, de ma vie. Et ça a permis en fait de travailler sur ces aspects-là et finalement de me reconnecter en fait avec moi-même. Joylin est une des personnes étudiant les bols tibétains avec moi. Je l'ai emmenée à Pashupatinath pour lui faire découvrir cet endroit qui a une très forte vibration, une très belle énergie. Beaucoup de choses différentes s'y passent. La vie et la mort se côtoient. Vous pouvez y expérimenter une atmosphère très particulière. C'est l'endroit où sont exécutées les crémations. Et ce lieu nous montre que nous ne sommes rien, seulement de l'énergie. Nous venons de l'énergie et nous retournerons à l'énergie. Si vous êtes conscient de ce que vous êtes, de ce que vous devez faire dans la vie, c'est le bon endroit pour réfléchir, pour apprendre à échapper à l'attachement, à l'envie et à ses travers, pour apprécier la vie, pour suivre le flot de l'énergie, le flot du temps et de soi-même. Alors, vous pouvez vous réaliser, devenir une belle personne dans cette vie et sentir que vous faites partie de cet immense univers. C'est vrai que Pashupatinath pour moi ça a été ce jour-là particulièrement avec la pluie, avec la visite à l'hôpital, le soin à l'hôpital, les personnes qu'on entendait souffrir par la perte de leurs proches. C'est vrai qu'il y a eu cette espèce de contraste qui pour moi me semblait vraiment fascinant en fait. De voir comment on peut évoluer et comment on peut amener justement de la lumière dans des endroits qui peuvent paraître parfois sombres. Et tout au long, il y avait ça, c'était ces structures quelque part assez sombres, et puis ce baba plein de couleurs, mais qui apparaît avec ce sourire de sage. Ensuite, Chaitanya Shri nous a emmenés dans une partie où il y a des ascètes qui vivent dans des grottes. Et là, moi, je pensais que c'était une légende en fait, ces gens qui vivent dans des grottes et de rien, et en fait non, pas du tout. Et on nous a accueillis vraiment à bras ouverts pour qu'on puisse faire cette méditation dans la grotte et ressentir le pouvoir du son en fait, dans un lieu totalement fermé et empli de cette atmosphère de prière et voilà, de protection finalement. Et là, c'est vrai que ça a été très 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 puissant. Vous pouvez vraiment ressentir le pouvoir du son. Notre corps est composé approximativement de 70% d'eau, de même que la terre où nous vivons. Parmi les 5 éléments de notre corps, l'eau est celui qui réagit le plus au son. Il y a 3 formes d'eau, solide, liquide et gazeuse, correspondant à 3 formes de vie, la vie physique, la vie consciente et la vie spirituelle.
Le rituel effectué à la rivière Bagmati, l'un des fleuves les plus sacrés de l'hindouisme, était fait pour démontrer le transfert d'énergie positive de l'eau vers la terre. Lorsque le son est appliqué à l'eau, celle-ci vibre et toute l'énergie est libérée dans la rivière qui est ensuite transportée dans tous les recoins de la planète. D'une façon similaire, l'eau dans notre corps transporte partout de l'énergie de vie et aide à nous maintenir en bonne santé. Les bols tibétains vont redynamiser l'eau et augmenter son taux vibratoire, ce qui facilitera l'harmonie énergétique dans le corps. Ce que je trouve merveilleux quand on parle d'énergie, c'est son côté mystérieux. On ne peut pas la voir, on ne peut pas la sentir, tout au moins pour le commun des mortels. Parce que soit si on a ce don à la naissance, soit si on a eu une bonne formation et beaucoup de pratique, eh bien, on peut sentir cette énergie. On va pouvoir la sentir sur le corps. En scannant le corps, on va pouvoir déterminer quelles sont les zones qui ont trop d'énergie, celles qui n'en ont pas assez, les chakras qui sont perturbés. Cette énergie, d'où vient-elle? Elle nous vient de différentes sources. Tout d'abord de nos ancêtres,
de toute notre lignée et évidemment de nos parents. Donc on voit déjà qu'on n'est pas tous égaux devant ce capital d'énergie. Si on est le premier dans la famille ou moi maintenant, mais si on est le 10e dans la famille, eh bien on n'aura pas le même capital énergétique. En énergétique chinoise, on appelle ça le Jing. C'est une sorte de batterie qui se situe au niveau des reins et dans laquelle, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie, si on n'entretient pas sa propre énergie, eh bien on va l'épuiser dedans, en fonction d'un mode de vie qui n'est pas adapté à notre corps. Et en fait, cette batterie, normalement, on devrait en avoir besoin qu'à la fin de notre vie, ce qui est le garant de la longévité de notre vie. Une autre source d'énergie nous provient des aliments. Donc, on va pas prendre, notre corps ne va pas absorber les aliments de la même façon. Si on cultive son propre jardin et qu'on cuisine avec amour et qu'on mange dans un cadre détendu, que si on mange rapidement dans un fast-food en regardant les news sur son téléphone portable. Une autre source d'énergie, c'est la respiration. On appelle ça, il y a des techniques dans le yoga qui nous permettent de travailler sur cette respiration-là, pour peu qu'on le fasse régulièrement, qui s'appelle le pranayama. Et c'est très simple à comprendre. Il suffit si on absorbe plus d'oxygène, eh bien on va avoir une meilleure qualité du sang. Une autre source d'énergie, et c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement quand on travaille sur un plan énergétique, c'est l'énergie de l'univers, l'énergie qui nous entoure. On a la chance ici d'être dans l'Himalaya avec ces montagnes merveilleuses et toute cette incroyable énergie qu'elle génère. Et cette énergie, dans l'énergétique chinoise, on va l'appeler le qi, c'est pour ça qu'on parle du tai chi, du qigong. Dans le yoga ou la médecine traditionnelle indienne, la médecine ayurvédique, on va appeler ça le prana. Et ce qi, ce prana, va rentrer dans notre champ énergétique au travers de chakras. Les chakras, ça vient d'une langue très ancienne, qui est une des premières langues indo-européennes, le sanskrit, et ça veut dire roue, ça veut dire tourbillon. Donc il y a déjà 4000 ans, voire plus, des gens étaient capables de sentir l'énergie, de voir l'énergie, et avaient déjà vu que cette énergie rentrait au travers de points d'énergie particuliers. Ces chakras, on en a souvent dans les textes, on parle de 7 chakras, on voit 7 chakras dans certains dessins, mais on a l'équivalent derrière, donc on va avoir 12 chakras principaux. Et on va avoir 21 chakras mineurs qui se situent au niveau des pieds, des mains, des coudes, des genoux et différents autres endroits du corps. Et on va avoir des centaines de chakras dans le corps qui sont l'équivalent des points d'acupuncture. Et tous ces chakras vont circuler au travers de circuits d'énergie qui s'appellent les nadis. Les nadis, c'est l'équivalent des méridiens qu'on connaît plus au travers de la médecine chinoise. Et ces nadis, on a 3 nadis particuliers. On en a, dans les textes disent 72 000 nadis, mais on en a 3 particuliers qui sont au niveau de la colonne vertébrale et de chaque côté, Ida, Pingala et Sushumna. Et Sushumna va être le lien entre tous ces chakras et va faire en sorte que toute cette énergie incroyable qui nous entoure circule correctement au travers de notre corps. Donc chaque chakra va être lié à une note de musique, va être lié à un élément, la terre, le feu, l'eau, l'espace, l'air, et va être lié à des organes, et va être lié à des glandes. Et donc pour ces chakras principaux, on va les retrouver au niveau du chakra de la terre, au niveau du périnée, on va avoir le chakra sacré qui est 3 doigts en dessous du nombril. On va avoir le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, qui est l'élément feu. On va avoir le chakra du cœur, évidemment. On va avoir le chakra de la gorge. On va avoir le chakra du 3e œil. Et on va avoir le chakra coronal. Chaque chakra est lié à un centre psychologique, à un centre émotionnel. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre éducation, de notre environnement familial, de la société dans laquelle on vit, eh bien on va perturber nos chakras. Et
Et en fonction de chaque chakra, on va avoir une émotion particulière qui est liée au chakra, un centre psychologique particulier. Donc, par exemple, si on prend quelques exemples, les chakras de devant, ça va être des chakras qui vont être plutôt liés à l'émotion. Les chakras de derrière vont être plutôt liés à la volonté. Et les chakras du haut vont être plutôt liés au mental. Et déjà ça, sur un bilan énergétique, ça permet de voir avec la personne où se situe le problème, pour qu'elle, sur un plan personnel, elle puisse avancer aussi là-dessus. Il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi, il faut qu'on puisse, à côté de ça, travailler sur ces problématiques-là. Et donc, un des chakras que je vois le plus perturbé, le plus souvent perturbé au travers des personnes qui me consultent, eh bien, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est celui qui est réellement lié à l'émotionnel. Et Dieu sait si dans notre société, eh bien, on n'apprend pas à exprimer ses émotions, on apprend plutôt à les réfréner. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, on va les perturber, ce chakra-là. Et au travers des différents organes qui sont liés au chakra, ben, on va avoir des pathologies qui peuvent être liées à ces organes-là. Donc le chakra du plexus, ça va être celui qui est connecté à l'estomac, à la rate, au foie, à la vésicule. Donc toutes les pathologies qui peuvent être liées à ces organes-là vont pouvoir voir le jour en fonction des personnes si cette perturbation est importante. Un autre chakra que je vois souvent perturbé, c'est le chakra de la gorge. C'est le chakra de la gorge, c'est celui de la communication. Et de la même façon, eh bien, on est dans un monde de communication, on a tout pour communiquer. Par contre, pour communiquer entre êtres humains, ben, c'est pas toujours facile. Et on ne sait plus trop se parler, se dire calmement quand quelque chose ne va pas, dans un cadre familial ou professionnel, eh bien, de dire tout simplement les choses comme elles sont. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, on va les perturber, ça. Et là, on est sur la glande thyroïde et on peut avoir des problèmes liés à ça quand on perturbe gravement ce chakra. On va avoir aussi un exemple intéressant, c'est le chakra du troisième œil, hein, c'est le chakra de l'intuition, mais c'est aussi le chakra qui est celui qui nous donne la vision de ce pourquoi on est là sur Terre. Et ce que j'ai vu souvent, j'ai souvent eu ce cas-là où en fait ce chakra devant fonctionne très très bien. Donc on a une vision très claire, on a des idées qui en découlent très nombreuses et on a on a envie de faire plein de choses. Et le chakra de derrière, c'est celui qui va nous permettre de mettre en œuvre ces idées-là. Eh bien, si le chakra de derrière est perturbé, eh bien, on va avoir plein de belles idées, on va être absolument incapable de les mettre en œuvre. Et on peut avoir des résultats assez étonnants à partir du moment où on travaille avec les chakras et on refait circuler l'énergie correctement. Parfois, ça peut même être perturbant, hein, parce que le corps, quand on fait recirculer l'énergie, ben, il peut y avoir des réactions physiques, on peut avoir des douleurs. Quand on passe avec les bols tibétains quelque part, on peut avoir des douleurs qui rejaillissent, ou on peut avoir un peu des nausées. Donc il faut avoir conscience de ça, et conscience qu'effectivement l'énergie est là, puisque simplement en faisant vibrer un bol tibétain ou en passant sa main, ou tout un tas de techniques qui existent pour travailler sur l'énergie, bah, il peut y avoir des réactions fortes au niveau du corps. Quand je travaille avec les bols tibétains, il y a différentes façons d'effectuer un diagnostic et de trouver les déséquilibres à l'intérieur de chacun. Pour cela, nous avons plusieurs options. La première est le son lui-même. On effectue le diagnostic en écoutant le son. La clé est de s'accorder avec le bol que vous utilisez. L'idéal est d'avoir son propre bol. Pour ma part, je fais vibrer ces bols tous les jours, ce qui veut dire que je m'accorde moi-même et que je me magnétise chaque jour. L'énergie des bols et la mienne sont en harmonie et je peux sentir 1/100 de différence d'énergie, de différence de son, parce qu'ils sont connectés à moi.
Quand vous faites chanter ce bol, pour chaque personne, pour chaque chakra, vous pouvez identifier les différences. Le son peut facilement vous guider. S'il y a le moindre déséquilibre à travers le son produit, mais que la mélodie évolue vers une plus grande harmonie, alors c'est positif. Si le son est harmonieux, alors cela signifie que les chakras sont équilibrés. Bien qu'on utilise ce même bol, si le patient a un déséquilibre dans un seul de ses chakras, alors le ressenti sera différent lorsque vous faites chanter ce bol. Qu'est-ce qu'un guérisseur ? Être un guérisseur signifie être comme un miroir réfléchissant la personne recevant le soin. Le bol tibétain est le miroir qui vous reflète. Le son qui en émane vous permet de déterminer si les chakras sont en équilibre. Si le bol ne chante pas de façon harmonieuse, cela signifie que quelque chose ne va pas, que les chakras ne sont pas en équilibre. J'utilise aussi d'autres techniques, telles la méditation. Quand je fais un soin à quelqu'un, je médite pour être un canal de l'énergie et du son. Je peux ressentir cette énergie et prier l'univers pour être un canal pour la personne. Quand je suis complètement neutre, s'il n'y a pas d'ego, pas de pensée, alors l'univers me guide naturellement pour me montrer l'énergie de la personne. Ça peut se traduire au travers de lumière ou de couleurs. Vous pouvez également sentir l'aura. Resham Tapamagar vend des bols tibétains depuis plus d'une décennie au Népal. La plupart de ceux faits à la main sont importés de l'Inde, tandis que ceux fabriqués à la machine sont produits au Népal. Ils vont surtout aux boutiques qui les proposent ensuite aux clients. On peut voir des bols chantants vendus dans tous les coins de Katmandou, là où se concentrent les touristes. Ces dernières années, de plus en plus d'Occidentaux ont acheté des bols tibétains. Parfois, il obtient des commandes de guérisseurs qui veulent une série de bols avec une belle harmonie musicale. Certains s'offrent des bols juste pour le plaisir de jouer, pendant que d'autres achètent juste un bol et l'utilisent comme un son d'accompagnement pendant la méditation. यो सिङ्गिङ बल खाली यो बजाएर पाइँ मात्रै आवाज आएर मात्रै होइन कि यसले चाहिँ तपाईको यसले चाहिँ केही न केही चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने कुरो अलिकति मान्छेहरूलाई थाहा भयो त्यसको लागि यो सिङ्गिङ बलमा चाहिँ अलिकति बढी नै त्यस्तो व्यापार हुन्छ
C'est quelque chose, par exemple, au niveau des fibromyalgiques qui fonctionne, le travail énergétique fonctionne très bien parce que quand on teste l'aura, c'est une maladie nouvelle qui est liée à notre mode de vie principalement, de tout ce que j'évoquais jusqu'à présent, la malbouffe, le stress, le faire 5000 choses en même temps. Et en fait, on va tellement perturber ces champs énergétiques que l'aura est complètement réduite. Et le rein, au lieu d'être normalement, elle va se situer à peu près à 1,20 m du corps. Et on va la trouver ici. Et à partir du moment où on va réenclencher cette énergie-là, eh bien on peut voir aussi des améliorations très intéressantes. Et pour ma part, j'ai appris différentes techniques de travail énergétique, mais ce que j'aime particulièrement, c'est les bols tibétains. Ça m'a beaucoup attiré tout de suite. Et en fait, j'aime bien cette idée qu'on va utiliser un objet qui a des milliers d'années d'histoire et qui vient à nous pour nous aider, nous, société moderne, dans nos problématiques de santé. Donc en fait, on va travailler sur un plan vibratoire. L'énergie, comme je le disais, circule au travers de nadis, de circuits énergétiques. Et en fait, il faut imaginer ça comme une rivière qui circule dans le corps, une rivière d'énergie. Et au début, quand on est petit, tout circule correctement, on n'a pas encore ces blocages émotionnels qui sont là. Et on va avoir, au fur et à mesure du temps, il faut imaginer comme un caillou qui vient se poser dans une rivière qui circule. Et il va y avoir des tourbillons, ces tourbillons qu'on trouve dans l'eau, c'est un peu cette image-là qu'il faut avoir en tête pour imaginer ces blocages énergétiques qui empêchent l'énergie de circuler correctement. Eh bien, les vibrations, ça va aller dénouer ces nœuds énergétiques et faire en sorte que l'énergie recircule. Et donc c'est pour ça que pour ma part, j'adore travailler avec les bols tibétains parce qu'il y a vraiment des résultats intéressants. Steffi effectue des recherches sur la nutrition et est également professeure de yoga en Allemagne. Ces derniers mois, elle était à la recherche de différentes techniques de guérison. Après plusieurs visites au Népal, elle a été impressionnée par sa beauté naturelle et elle a également découvert de nouvelles techniques de guérison grâce au bol tibétain.
Apprendre à utiliser les bols chantants est une belle aventure, très calme et très relaxante. Ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça fait ressortir les émotions. Ça donne un sentiment de paix, de joie, d'harmonie. Plus vous pratiquez, plus vous recevez. C'est ça qui en fait la beauté. Au départ, il y a de la curiosité, bien sûr. Vous ne savez pas ce qui va arriver, ce qui va ressortir ou ne pas sortir, ou comment cela va être. Au milieu du soin, vous ne faites qu'apprécier, car les bols créent tant de paix et de liberté pour relâcher ce qui est bloqué en vous. Vous pouvez vous relaxer très profondément et laisser aller ce qui vient. Après le soin, je me suis détendue. J'étais en harmonie, très calme. Parfois, certaines choses émergent et vous pouvez mieux les travailler en les comprenant au travers des sons. Les vibrations sont très puissantes. J'ai ressenti une sensation physique très forte et à la fois très relaxante. Pour chacun, je suis sûre que ce sera une belle expérience. Tout le monde la vivra différemment. C'est un vrai cadeau d'essayer ces bols tibétains. Je pense que chacun peut l'utiliser à sa façon, pour ses propres besoins, pour sa propre vie, et c'est ça qui est merveilleux. Les personnes viennent me voir avec différents problèmes. Et à partir du moment où ils reçoivent ce soin, ils changent physiquement. Ils ont l'esprit plus calme et ils sont spirituellement connectés avec le flot de l'énergie divine. Quand vous ressentez que vos chakras sont ouverts, cela vous aide à sentir les changements constants qui s'opèrent en vous. Ce n'est pas simplement des changements physiques ou venant de notre esprit, mais bien plus spirituels, au-delà de l'esprit. Et j'ai pu voir des changements de vie radicaux chez certains de mes élèves avec les bols tibétains. Quand on commence à faire des traitements avec les bols tibétains, on se reconnecte énormément avec la nature. Et en fait, j'avais besoin de ressentir en fait d'être dans la nature, de faire un traitement dans la nature. Donc j'ai fait une demande à Chaitanya Shri. Est-ce que c'était possible d'aller dans la nature et d'expérimenter un traitement? Et donc on a fait cette marche, on est parti avec un groupe. Et pour moi, ça a été vraiment la possibilité d'expérimenter finalement les sons, pas seulement les sons des bols tibétains, mais aussi les sons de la nature, le son du vent, le son des oiseaux. Et c'est vrai que quand on se fait traiter en fait, dans un cadre naturel, on devient beaucoup plus conscient. En fait, ça nous ouvre vraiment la conscience et ça nous permet de réaliser de quoi on est entouré en fait. Dans un monde pris dans le tourbillon de la modernité, des milliers d'années d'histoire viennent à nous au travers des bols tibétains et des techniques ancestrales propres à nous aider dans un monde qui bouge trop vite. Besoin de se reconnecter à la nature ou d'accéder à une paix intérieure? Nombreux sont les Occidentaux intéressés par ces techniques apportant bien-être, évolution personnelle et spirituelle. Chacun vivra à sa façon la découverte des sons, la sensation des vibrations et la réaction d'un corps heureux de retrouver une harmonie cachée sous le voile d'une vie par trop dissonante. Mais personne ne pourra rester indifférent à la magie des bols tibétains.